Alors ça, c'est une vidéo que j'ai voulu faire sans cadre, sans préparation, sans script, parce que je veux vous parler comme ça avec mes tripes. De temps à autre, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on puisse comme ça s'exprimer sans garde-fou. Et j'espère que vous allez donc comprendre le message de cette vidéo à l'issue de celle-ci. Alors pour vous transmettre en fait mon message, je vais commencer par vous parler en fait de la théorie polyvagale qui s'appuie sur 3 modes en fait de fonctionnement de notre cerveau. On a comme ça l'engagement, puis on a la mobilisation et ensuite on a l'effondrement. La personne qui a eu l'idée en fait de pouvoir scinder cette compréhension de notre cerveau s'appelle le docteur Stephen Porges. Alors je ne sais pas si je dois dire Stephen Porges ou Stephen Porges, mais les références, vous les aurez bien entendues sous la vidéo et ça vous permettra de savoir un petit peu de quoi je parle. Alors Stephen Porges est l'homme qui a évidemment eu cette belle idée qui nous permet comme ça de comprendre un peu plus comment fonctionne notre système nerveux. Alors il nous explique un petit peu que dans le premier cadre qui est celui en fait de l'engagement, nous sommes ouverts. Nous digérons comme ça tout ce que nous recevons. Nous sommes sereins, généralement on est curieux, on est compatissant et nous sommes en pleine conscience en fait de nous-mêmes et des autres aussi bien entendu. Alors dans cette position, nous sommes connectés aux autres et notre fonctionnement est optimal. En revanche, lorsque notre système détecte une menace par exemple, il va nous envoyer un message et nous allons arriver comme ça dans un autre état qui est le mode de combat, qui est celui de la fuite ou encore celui de la mobilisation. Ici, on passe donc du vert à l'orange. Nous pouvons encore survivre à une menace dans cette position, bien entendu, en choisissant par exemple de nous battre ou de nous enfuir par exemple face donc à la menace. Donc, dans ce mode, notre tension artérielle, notre fréquence aussi bien sûr cardiaque, augmente. Et le problème, lorsqu'on est dans cette situation, c'est que notre capacité à pouvoir établir des relations diminue drastiquement. Notre système nerveux fait un turn-off, car nous avons une menace et nous devons trouver une solution pour survivre à ce moment-là. Et dans la mesure où cette menace ne disparaît pas, nous arrivons dans un autre état d'immobilisme, cette fois-ci, un état de gel, qui sous-entend que nous sommes en train de nous préparer à mourir. On arrive donc dans le 3e état là. Notre corps ralentit pour conserver comme ça l'énergie et pour tenter de survivre. Notre tension artérielle baisse, notre expression faciale et notre contact visuel diminuent aussi drastiquement. Alors vous allez me dire, mais Christian, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça ? En fait, toutes ces choses impactent notre comportement social et notre harmonie avec les gens autour de nous. Concrètement, notre système nerveux nous informe sur notre relation avec les gens. Et donc, en définitive, lorsque vous êtes sur la zone orange ou sur la zone rouge, il vous devient de plus en plus difficile d'écouter les gens et de pouvoir établir comme ça des liens avec eux. Et lorsqu'on est dans cet état-là, on n'est plus du tout en mesure d'être empathique. On n'est plus du tout ouvert, on n'est plus du tout capable de réagir convenablement. On rentre ici dans une espèce de disposition reptilienne qui fait que on réagit un petit peu comme un reptile. Le résultat de tout cela, c'est que tous les stimulus que nous allons recevoir, nous allons les voir comme des menaces. Vous allez par exemple préférer un déclencheur de fumée fonctionnel qui se mettra en route, même lorsque vous êtes par exemple en train de faire un toast, plutôt qu'une alarme incendie qui se mettra accidentellement en route lorsque votre maison sera comme ça en feu. Ce que je veux donc vous montrer là, à travers cette présentation, c'est que lorsque les gens ont continuellement appris qu'ils sont opprimés par ceci ou par cela, cette narrative va comme ça venir se fixer dans leur système nerveux et ça deviendra difficile de leur faire comprendre autre chose. C'est ce qui se passe par exemple dans le cas de ceux qui ont appris que les Blancs sont des méchants complètement intégraux et éternels, ou encore celles qui ont appris que le patriarcat et donc les hommes sont des êtres totalement diaboliques qui n'ont qu'un seul but, à servir les femmes.
Et donc lorsqu'on a appris pendant longtemps, en suivant par exemple des flux d'informations toxiques, que les hommes sont des menaces imminentes, eh bien on finit par oublier qu'autour de soi, par exemple, on a notamment des hommes qui sont empathiques, qui sont des gens gentils, qui sont d'ailleurs des gens qui nous aident, qui nous défendent, qui s'assurent notamment que nous allons bien, etc. Des milliers de femmes aujourd'hui voient la masculinité comme une menace pour leur sécurité. Et le résultat de tout ceci, bien sûr, c'est que c'est terrible. C'est terrible pour nous tous, car même lorsque les hommes racontent leur expérience, le système nerveux des femmes nourri copieusement au flux d'informations caricaturales et, je dirais, sans nuance, leur envoie une information comme quoi il y a une menace qui se présente à elles. Vous le voyez très souvent, notamment avec des femmes qui n'acceptent même pas d'écouter l'expérience des hommes. C'est ça qui est terrible. Et moi, j'ai vu comme ça cette réalité lorsque je me suis mis à parler des réalités scandaleuses que rencontrent des hommes. Même parler de la santé mentale et le bien-être des hommes sont perçus comme des menaces. Des hommes qui parlent notamment de leur santé mentale, c'est perçu par de nombreuses femmes comme la démarche des oppresseurs qui essaient comme ça d'accéder à plus de pouvoir pour continuer à les opprimer. Écouter les hommes, leurs perspectives et leurs problèmes deviennent une mission totalement impossible parce que ces femmes perçoivent les hommes comme des oppresseurs. Et ça, c'est logique finalement, parce que si vous vous battez contre un vilain, notamment dans un film, vous ne voulez pas lui donner comme ça plus de pouvoir. C'est tout l'inverse que vous voulez pour lui. C'est cette position, malheureusement, des féministes qui en fait un mouvement qui est désormais un échec. Après avoir été comme ça couvés par une tornade propagandiste qui leur a enseigné que les hommes sont responsables de tout ce qui est ignoble dans leur vie, il est évident qu'elles vont rejeter toutes les tentatives d'aider leurs oppresseurs. Mais est-ce que d'après vous, ces femmes comprennent qu'elles ne peuvent arriver à rien sans la participation des hommes dans ce mouvement qui n'est finalement pas du tout égalitaire ? Je vais même aller plus loin dans le pire. Il faut comprendre que les femmes n'ont pas obtenu des droits de leur plein gré. Ce sont des hommes qui leur ont donné. Ça veut dire que si demain, avec la recrudescence par exemple des comportements dysfonctionnels, des hommes peuvent décider de manière unilatérale de restreindre, voire même enlever des droits aux femmes. Et comme j'ai coutume de dire, présentement en Afghanistan, ce sont des talibans qui représentent à peine quelques milliers de personnes qui ont enlevé à des millions de femmes des droits. Aucune féministe ici n'a pris les armes pour aller sortir en fait ces pauvres femmes des griffes de ces barbares. Aucune. Et ces femmes, elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas le faire. Parce que pour pouvoir atteindre en fait un but, les femmes devront toujours passer par les hommes. Ce qui rappelle donc que cette idéologie sans les hommes est vouée à l'échec. Et donc l'égalité que continuent de réclamer les femmes alors qu'elles sont déjà égales en droit avec les hommes devient donc une illusion. Et c'est une illusion que des hommes peuvent comme ça décider de remettre en question si la société continue de connaître plus d'accros. Et ce que beaucoup de féministes délirantes oublient, c'est que c'est la nature qui détermine en fait la culture et non l'inverse. Les hommes vont donc toujours avoir une supériorité physique qui pourra donc leur permettre d'installer dangereusement les sociétés dans une confusion entre l'autorité et le pouvoir. Ce que je veux dire donc, pour revenir au sujet principal, c'est que cette façon si caricaturale de comprendre le monde a inondé comme ça des tas de femmes aujourd'hui en Occident. Et ça les rend complètement inaptes pour vivre sereinement et harmonieusement avec des hommes. Et pire, avoir des relations sereines avec des hommes. Nous sommes arrivés à un tel niveau de sinistrose et de toxicité dans nos rapports hommes-femmes qu'on perçoit de plus en plus combien le système nerveux de beaucoup de femmes surévalue les hommes comme des menaces. On passe désormais plus de temps à expliquer à une femme dans les réseaux sociaux qu'on est une bonne personne et qu'on est dans son camp. Ça, je trouve que c'est juste épuisant. Et qu'être une bonne personne, ça ne veut pas dire s'empêcher de lui dire la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Et si vous avez une seule contradiction par rapport au récit auquel elle a été nourrie, pendant comme ça des années pour certaines d'entre elles, bien vous devenez automatiquement une menace. On arrive dans une situation où il n'y a pas de logique ou de rationalité qui rentre en compte ici. Automatiquement, on a des femmes qui s'enferment dans une diabolisation intarissable des hommes,
Vous n'avez qu'à regarder dans les réseaux sociaux, c'est juste impressionnant. Et on assiste ainsi à un splitting, qui est un processus en fait de pensée, qui explique avec une excellente justesse en fait la division du cerveau de beaucoup de ces personnes qui scindent tout en deux camps, le bien, le mal. Je vous laisse imaginer bien sûr dans quelle catégorie se placent donc les hommes lorsqu'on est dans ce manichéisme-là. Les relations interpersonnelles avec ces femmes se retrouvent ainsi totalement perturbées puisque vous êtes en permanence étiquetés. Leur système nerveux enclenche comme ça systématiquement cette rhétorique qui malheureusement fait là aussi passer de nombreuses femmes pour des enfants qui répètent inlassablement « combattons le patriarcat ». Mais j'aimerais que vous ne perdez pas de vue que si vous êtes dans cette situation où vous avez consommé de manière excessive la propagande woke et féministe, votre système nerveux, lui, ne fera jamais de mise à jour. Il ne sera pas plus dans la logique. Il va fonctionner comme ça de manière automatique et pavlovienne. Le sentiment de victimisation va là aussi nourrir vos traits narcissiques et ça ne va absolument pas vous aider à vous décontaminer en fait de cette rhétorique marxiste. Lorsque par exemple vous avez entendu pendant des années que les hommes sont des oppresseurs, vous n'avez aucune empathie pour les hommes qui représentent pourtant une quantité non négligeable en fait des SDF. Vous n'avez aucune empathie pour ceux qui ne voient pas leur enfant depuis des années suite à une aliénation parentale par exemple. Vous refusez d'entendre le récit des hommes qui souffrent en silence sans que la société ne fasse état de leurs difficultés. Vous refusez d'accepter par exemple que Boko Haram a enlevé plus de garçons que de filles en Afrique. Vous ne vous intéressez pas au fait qu'il y a plus d'argent engagé sur la recherche du cancer du sein et bien moins sur celui de la prostate. Et moi j'ai remarqué que les femmes qui sont un peu plus attentives à ce que je dis sont des femmes qui ont par exemple un fils, un père, un frère ou un ami qu'elles aiment. Beaucoup de ces personnes ne voient le monde que du cadre de l'oppresseur et de l'opprimé. Et pour comprendre les dynamiques humaines, il est nécessaire de comprendre bien plus qu'une seule perspective. Et ce qui est dramatique, c'est que les femmes modernes ne connaissent qu'une perspective qui est par ailleurs remplie d'éléments fallacieux, mais tant pis. Elles continuent d'y croire, même si ça les rend malheureuses. Tout ce qu'elles ont appris, c'est que tout rassemblement des hommes est un acte de violence à l'encontre des femmes, et si les hommes s'organisent, ça devient immédiatement quelque chose de mauvais. De fait, les hommes n'ont donc aucun problème. Et si, par hasard, ils ont des problèmes, il faut impérativement que leurs problèmes soient symétriques aux problèmes des femmes, sinon, ce sera un avantage donné aux hommes. Voilà un peu le chemin que suit la vie interrelationnelle entre l'homme et la femme en Occident. Et je vous assure que ça va empirer dans les années à venir, car tout en Occident concourt pour mériter le temps et l'attention des femmes. Mais les problèmes que les hommes rencontrent ne rentrent pas dans le framework du féminisme libéral. En définitive, ouvrez les yeux. Les hommes sont oppressés de manière systémique actuellement. Observez par exemple comment les hommes sont sommés de se taire, de n'avoir aucun avis, de ne surtout pas souligner leur envie ou même leur préférence. Observez par exemple ces femmes qui sont dans une réaction permanente. Elles n'ont jamais aucun moment où elles se demandent si elles ne sont pas elles aussi dans des excès. Et ça, c'est un des défauts en fait les plus répugnants du féminisme. Les femmes modernes ont une très mauvaise perception des hommes. Et elles comprennent encore moins les besoins des hommes. Lorsque je parle donc de dédiaboliser l'homme et de dédiviniser la femme, c'est de ça qu'il s'agit. Ne sommes-nous pas humains, nous aussi les hommes ? Seules les femmes doivent mériter de l'empathie ? Dans la configuration dans laquelle nous sommes, de nombreux hommes préfèrent de plus en plus rester seuls. Tandis que certains sont brisés, d'autres voient combien le monde qui les entoure est brisé. Ce monde qui les entoure a cessé de récompenser les hommes pour leur travail acharné. Il a cessé de récompenser les hommes qui soutiennent les femmes. Il a cessé de récompenser les hommes qui respectent les lois. Aujourd'hui, on récompense la femme qui a par exemple un compte OnlyFools. On récompense celle qui est fière de vous dire combien elle a couché avec 100 hommes. On récompense celle qui est fière d'être une chercheuse d'or. On récompense l'influenceuse au QI à 2 chiffres. On célèbre la narcissique délirante. On adule les hommes qui enfreignent les lois, les simps, les bêtas. Et tout ce beau monde nage comme ça dans une dystopie qui est en train comme ça d'emporter la société.
Cette vidéo est donc un appel aux femmes à bien observer leur vie, loin des années notamment d'endoctrinement et de pression sociale qu'elles se mangent pour se conformer à la doxa féministe. Êtes-vous finalement heureuse? Vraiment? Êtes-vous finalement heureuse malgré toutes les charges qu'on a empilées comme ça sur le dos des hommes? Posez-vous vraiment cette question. Mais je doute bien fort que non, lorsque je vois notamment la consommation astronomique de barbituriques ou d'antidépresseurs chez la gente féminine. Et la raison pour laquelle je suis désormais si opposé au féminisme, c'est que je vois de plus en plus d'hommes qui sont dénigrés, méprisés sur le simple fait d'être des hommes. C'est d'ailleurs assez ironique pour moi de voir des femmes vouloir devenir des hommes factices, tandis qu'être un homme ne s'arrête pas à une apparence. Vous savez, il a toujours été socialement acceptable pour les femmes de dénigrer les hommes, et beaucoup d'hommes sont la cible de ce dénigrement. C'est la preuve que nous sommes face à un problème culturel et non face à un problème de droit. Et je me rends compte finalement que la raison pour laquelle aussi les gens se plaignent qu'on leur retire leurs droits est qu'ils ne veulent surtout pas cesser de jouer les victimes. Une fois qu'on se considère comme une victime, eh bien ça vient nous dispenser en fait de prendre nos propres responsabilités. Personne ne veut donc assumer la responsabilité de sa vie ou de sa situation. Ça devient donc un vacarme important de torpiller à tous que c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre sans jamais soi-même s'améliorer. C'est un peu comme ces filles obèses qui se plaignent de la cruauté du dating, mais elles ne font aucun effort physique pour avoir des corps qui sont par exemple un peu plus harmonieux. Vous savez, j'ai connu beaucoup de femmes en 45 ans de vie terrestre. Et ce que j'observe, c'est que la plupart des femmes ne semblent pas ouvertement détester les hommes. Mais cette haine, cette espèce de défense, d'antipathie dirigée contre les hommes façonne tellement leur vision du monde à un niveau si profond que j'ai passé toute cette année 2024 à observer en fait cette énergie hostile dans les commentaires parfois haineux et parfois désinvoltes sous les publications que j'avais notamment dans Instagram au cours de cette année. Les hommes ne peuvent pas exprimer ce qu'ils pensent. S'ils expriment ce qu'ils pensent et que ça ne convient pas à une femme, automatiquement, ce serait de la misogynie. Aujourd'hui, j'ai remis le compteur de mes publications Instagram à 0 pour une chose qui est toute simple. Je veux inaugurer une nouvelle ère. Celle de quelqu'un qui a encore appris beaucoup de choses et qui s'apprête en fait à les partager. Je suis profondément attaché au savoir, à la compréhension, à la vérité, à la rigueur. Je dirais même aussi à la découverte, à l'apprentissage, mais aussi à l'empathie. Cette année a été une année vraiment exceptionnelle pour moi parce qu'elle m'a permis comme ça de renforcer le fait que je n'ai pas d'opinion hostile à l'égard des femmes. Je les aime plutôt profondément. Et je pense définitivement que nous sommes différents et aucun concept féministe ou woke ne me fera croire que nous sommes pareils. J'aime sincèrement les femmes et je n'ai pas besoin de le dire. Et je les aime sans volonté supérieure comme ça de les contrôler, de les manipuler ou de les opprimer. Mais je constate que très peu de femmes ont aujourd'hui la même capacité d'amour à l'égard des hommes. Toute cette haine qui imbibe comme ça la société provient d'un discours féministe. Et je reste persuadé que tant que nous n'allons pas comprendre que c'est désormais un problème culturel et non un problème de droit qui affecte à la fois les hommes et les femmes, de manière négative, nous continuerons en fait à creuser le gap entre les hommes et les femmes. Et le problème que nous avons, c'est que nos relations sont en train d'en souffrir. Lorsqu'on vous apprend par exemple que vous devez être sur vos gardes à tout moment, que vous ne pouvez pas donner de l'amour aux hommes librement comme vous le souhaitez, et que vous devez vous méfier de l'amour que les hommes vous donnent, eh bien ça érode en fait nos rapports. Ça ruine notre capacité à nouer des liens affectueux et des relations profondes qui sont par exemple empreintes de romantisme. Et je dirais même, de manière nostalgique, que c'est ça qui me manque en fait des années 90. Malheureusement, les femmes ne comprennent pas du tout les hommes. Et lorsqu'elles supposent connaître les motivations d'un homme, elles s'enfoncent dans toutes sortes comme ça de dérives et de difficultés qui ne font qu'aggraver en fait et alimenter le dénigrement et la méfiance. En général, lorsqu'une femme émet par exemple une critique à l'égard des hommes, elle semble partir du principe que les hommes ne sont que des femmes défectueuses. Eh bien, je peux vous assurer que je ne suis pas une femme défectueuse. Je suis bel et bien un homme. J'ai mes propres réalités,
J'ai mes propres difficultés qui méritent aussi d'être mis en avant et traitées sans que les féministes, en fait, se sentent offusquées qu'on en parle. Je ne vais pas trouver injuste que les femmes soient actives sur les difficultés qui les concernent. Mais la misandrie se développe, sans qu'on ne voit un mouvement de femmes actives qui appelle comme ça à cet arrêt. Les hommes ont passé des décennies à essayer comme ça d'évoquer poliment leurs difficultés les plus graves. On les a ignorées. On les a réprimandées. On les a même invités à ne pas faire dévier la conversation car les femmes sont les seules à avoir comme ça des difficultés. Si je dis que les hommes doivent faire mieux, mais que les femmes aussi doivent également faire mieux, parce que la société suit un chemin ignoble pour nous tous, vous verrez des tas de femmes, vous verrez des tas de féministes qui oublieront que j'ai fait référence à un travail à faire pour chacun d'entre nous. Elles vont se concentrer sur le fait que j'ai reproché des choses aux femmes. Et pourtant, les informations sont sans appel. Taux de mariage et de natalité plus faible. Taux de solitude et de dépression plus élevé. Consommation de barbituriques et d'antidépresseurs en forte hausse, comme je vous le disais tantôt. Tout le monde va mal. Mais on continue d'administrer comme ça des solutions qui créent plus de ruines. Et lorsque Gloria Steinem, la célèbre féministe agent de la CIA, déclare qu'il faut garder les femmes en colère, ça veut dire qu'hélas, beaucoup de femmes ne savent pas quelles sont les cartouches d'une idéologie qui nous laisse de plus en plus en lambeaux. Je pense que prochainement, je reviendrai sur l'histoire de cette femme qui a été comme ça une toxine importante qui est aujourd'hui diffuse dans notre société. Et pour les femmes qui veulent avoir comme ça une vague idée de pourquoi les femmes sont leurs principales ennemies, sachez que Gloria Steinem avait aussi dit qu'une femme qui a besoin d'un homme, c'est l'équivalent d'un poisson qui a besoin d'une bicyclette. Cette même femme, qui vous disait que les hommes ne servent à rien, a pourtant fini mariée à l'entrepreneur et activiste David Bale. Ne faites donc pas ce que les gens disent. Regardez ce qu'ils font. Ça vous évitera de finir seul après avoir appliqué comme ça à la perfection leur sinistre agenda. À force d'insister uniquement sur l'expérience féminine, l'idéologie en fait du féminisme se fourvoie dans sa volonté de permettre à tous d'avoir les mêmes traitements. Qu'en est-il donc des hommes ? Ils n'ont pas une expérience qui mérite d'être montrée ? Des millions de jeunes hommes aujourd'hui vivent une crise de la masculinité. Mais l'expérience des hommes est minimisée. Et si elle est considérée, c'est uniquement de la manière dont elle se rapporte à celle des femmes. On arrive donc à des absurdités comme des hommes déconstruits, émasculés, qui finissent par exemple par se perdre et ne jamais vivre une expérience de vie équilibrée. Les hommes doivent donc vivre au travers du prisme de cette organisation sociale obsédante des féministes, qui est le patriarcat, qui signifie encore qu'un homme ne peut se voir que comme un oppresseur. Est-ce que vous pensez que c'est équilibrant, pour un garçon, de voir en la masculinité une pathologie toxique, tandis que la féminité est inexistante au profit d'un mimétisme caricatural et écœurant de la masculinité ? Les hommes forment par exemple la majorité des travailleurs dans de nombreuses industries. Beaucoup d'entre eux quittent comme ça de plus en plus le monde du travail. Ils décrochent de plus en plus de l'école. Ils ont des niveaux comme ça de suicide de plus en plus élevés que les femmes. Et une bonne partie d'entre eux ont des difficultés à accéder à des soins de santé mentale qui correspondent mieux à leur réalité et à leurs particularités. L'explosion que nous avons actuellement des divorces et des séparations entraîne des déficits de papa. Et tout cela participe à fragiliser encore plus les garçons qui sont déconnectés de leur famille. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à ce niveau-là, ça devient injuste et déplacé de demander en plus aux hommes de se soucier des droits des femmes alors que chaque fois qu'ils se préoccupent de la santé et du bien-être des hommes, on se précipite de leur reprocher comme ça un sectarisme. Les féministes ne comprennent donc pas que les difficultés que rencontrent les hommes et les femmes, tout en étant différents, sont profondément liés. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à faire comprendre aux féministes que les problèmes des hommes sont aussi les problèmes des femmes et inversement que les problèmes des femmes sont aussi les problèmes des hommes ? Après toutes ces années en fait à diaboliser les hommes, vous n'êtes pas un petit peu apeuré au bout d'un moment de vous dire que il va y avoir une accumulation comme ça de ressentiment et qu'après toute cette indifférence des hommes, vous allez obtenir une déferlante de colère ? L'idéologie du féminisme est donc déjà morte. Qu'est-ce qui va lui survivre si les féministes ne comprennent toujours pas que haïr les hommes ne mènera nulle part ? Pensez-vous que la cruauté et l'indifférence cultivées chez de nombreuses femmes est le monopole des femmes ? Est-ce que vous savez d'ailleurs que si les hommes sont en colère, ça pourrait être plus dévastateur ? Alors comme disait l'humoriste Patrice O'Neill, la seule chose qui te protège, c'est ma retenue. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'hommes actuellement. Ils se retiennent.
Ils se retiennent parce qu'ils aiment les femmes. Ils se retiennent parce qu'ils veulent toujours trouver des solutions. Ils se retiennent parce qu'ils veulent aider. Il serait peut-être aussi temps qu'après la fièvre du féminisme délirant, que les femmes comprennent que même si leur vision de la vie était si manichéenne, avec les méchants hommes et les gentilles femmes, la vengeance que préconisent les féministes n'est pas, mais alors pas du tout, le chemin à prendre pour donner le meilleur à la société. Continuer comme ça à tirer une corde finira par la couper. Les hommes comme les femmes sont le problème et la solution. Il faut tendre l'oreille sur les problèmes que rencontrent les hommes, tout comme il faut aussi tendre l'oreille sur les problèmes que rencontrent les femmes. Mais sans abus. Le mois de novembre est le mois de la lutte du cancer de la prostate. Est-ce que ces femmes amères ont fait une publication Instagram pour marquer leur empathie à l'égard des hommes? J'en ai pas beaucoup vu. Après donc des années et des années de colère, je pense qu'il est temps pour les femmes de réclamer elles-mêmes le changement de l'horrible narration qui est faite comme ça sur les hommes. Je me demande toujours si certains d'entre vous n'en ont pas marre d'imaginer comme ça leurs fils vivre dans cette société dans laquelle on les déshumanise. Sachez donc qu'une société avec des hommes productifs, des hommes qui sont heureux, des hommes qui sont sains, est la meilleure chose que les femmes doivent souhaiter. C'est ainsi qu'ils seront comme ça ravis, même je pense les hommes, de pouvoir protéger les plus faibles, parmi lesquels les femmes. Si vous continuez de manquer de gratitude au confort que les hommes vous ont offert, de par leurs efforts, de par leur courage, de par leur force, leur créativité, leur intérêt sur des choses, etc., attendez un peu pour savoir ce que les hommes faibles et démunis pourront faire à la société. La sagesse est souvent associée à la femme, tandis que la connaissance est souvent associée à l'homme. Alors j'espère que les femmes qui vont regarder cette vidéo feront preuve comme ça de sagesse en comprenant qu'il ne s'agit pas de ne plus s'occuper des femmes, mais défendre les hommes équivaut aussi à défendre tout le monde. Car on ne peut pas avoir une société fonctionnelle ou une société qui est riche sans des hommes qui sont fonctionnels et des hommes qui sont en bonne santé mentale. On se retrouve donc prochainement pour une autre vidéo. Je pense que j'ai dit à peu près la majorité des choses que je voulais vous dire dans celle-ci. En attendant, merci de liker, merci de commenter et merci de partager cette vidéo dans votre entourage. À très bientôt.